Comme vous le savez, pour ceux qui étaient déjà là les 3 dernières fois, je vois qu'il y a vraiment des assidus. Le cycle de cette année traite donc des abysses et des grandes profondeurs, qui est donc la dernière frontière non explorée de notre planète. Donc après la découverte du sélacanthe avec Balesta, ensuite le merveilleux exposé d'un bestiologue marin avec ses gonzaques. Nous avons eu ensuite un dialogue entre 2 spécialistes des grands fonds, Daniel de Bruyère et Sophie Arnaud-Ahon, qui nous ont présenté tous les écosystèmes des grands fonds, leur importance, le point sur les biotechnologies et la législation. Eh bien, aujourd'hui, notre conférencière, Claire Nouvian, nous parlera des pêches profondes. Ces pêches profondes et de leur histoire aussi, qui sont apparues en fait il y a longtemps, près de 30 ans, il y a dans les années 60 à 70, qui ont commencé dans le nord de l'Atlantique pour après se développer jusque dans tous les bassins océaniques. Alors, la pêche en eau profonde est effectivement aujourd'hui un sujet dont on parle, qui est important, puisqu'il a un impact sur l'environnement. Les pêches peuvent aller jusqu'à 1500 mètres de profondeur, puisque les ressources deviennent rares en surface. Et bien sûr qu'en ratissant les fonds, il y a forcément des dégâts, aussi bien dans les écosystèmes qu'au niveau écologique, je veux dire, qu'au niveau géologique. Donc, le discours de Claire sera pour répondre à toutes ces questions. Quel est l'impact des pêches, de ce type de pêche, sur les milieux profonds? L'impact écologique, mais aussi l'impact socio-économique. Quels bénéfices pour les nations qui le pratiquent? Et voilà, c'est surtout aussi un message sur la biodiversité, j'espère, qui est méconnue de la science encore, méconnue donc aussi du grand public. C'est un territoire qu'il nous faut protéger et qu'il faut trouver une solution concertée entre effectivement un besoin d'exploiter, un besoin de pêcher, mais aussi un besoin de conservation et de protection. C'est donc le combat de Claire au travers de son association Bloom, qui a été fondée en 2004, qui agit par des actions d'éducation auprès du grand public et qui essaye aussi de convaincre les politiques. Elle essaye de susciter, de faire pencher l'opinion publique en faveur de la protection des océans et plus particulièrement des abysses. Alors, qui est Claire Nouvian? Claire est journaliste, productrice, réalisatrice et présidente de l'association Bloom. Avant de s'engager dans la protection de l'environnement, Claire a travaillé dans la production télévisuelle et le journalisme, mais avec une spécialisation animalière et scientifique. Elle a d'ailleurs remporté plusieurs récompenses, que je cite pour ne pas me tromper, donc pour des documentaires, comme Une nuit sous la mer, palme de bronze du Festival mondial de l'image sous-marine en 2003, ou encore Expédition dans les abysses, qui a reçu le prix du meilleur documentaire d'aventure au Festival mondial du film Amazona 2005 au Brésil, et Océanote, le premier prix du Festival Paris Science en 2005. Elle a également publié Abyss, qui a été traduit en près de 6 langues, imprimé à plus de 100 000 exemplaires. Il a remporté aussi beaucoup de récompenses, dont le prix mondial du meilleur livre d'images sous-marines et le prix Beau Livre de l'Académie de Marine en 2007. Parallèlement, elle a conçu une exposition, l'exposition Abyss, en 2007. Donc l'inauguration, la première exposition s'est faite au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et ensuite, elle a voyagé en Asie, en Amérique du Nord. Elle a eu aussi beaucoup de succès. Si on devait qualifier Claire, on la nommerait je dirais que Claire est une citoyenne du monde. En fait, elle a grandi dans 3 continents différents. Elle parle 6 langues. Et c'est lors d'un voyage à Monterey qu'elle a découvert des images de ces grands fonds qui l'ont totalement fascinée. Et comme elle est aussi fascinée par la rencontre des formes de vie différentes, eh bien, sans mauvais jeu de mots, elle a plongé dans les abysses et elle a cherché à en savoir plus. Et elle a découvert que l'exploration scientifique n'en était qu'à ses balbutiements. Et ensuite, elle a découvert aussi que ces milieux étaient exploités. Et depuis 30 ans,
eh bien, elle essaye enfin, pas depuis 30 ans, elle était exploitée depuis 30 ans. Je ne veux pas vieillir Claire, désolée. Depuis, donc, elle livre un combat qui est son combat pour qu'il y ait des lois qui protègent notamment les eaux internationales. Donc, Claire Nouvian, qui va sûrement vous faire passer des moments passionnants, qui vous fera partager sa fougue, son énergie, qui a sa propre opinion, qui a ses propres convictions. Et je vous promets que vous ne vous ennuierez pas. Merci. Est-ce que tu crois que ça marche? Est-ce qu'on a mis le micro? Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça y est? Ok. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Merci Nadia de cette très gentille et très élogieuse introduction. Et puis bravo d'ailleurs d'avoir redonné un souffle incroyable à l'Institut avec une belle organisation de la communication et une belle audience. Merci aussi de me donner la parole parce que comme vous allez le voir, je vais vous parler de pêche, je vais vous parler aussi de ce qui existe autour de la pêche en France pour éviter qu'on en parle. Et puisque c'est mon expérience que je vais partager avec vous, comme dit Nadia, elle prend une toute petite précaution en disant que c'est en effet mon opinion. Et ça l'est, en effet, j'espère que je vais vous convaincre qu'il y a des faits objectifs et que vous repartirez convaincus comme moi du fait qu'on est face à un crime écologique et une aberration multiple, comme je vais vous l'expliquer. Néanmoins, tout le monde ne me donne pas la parole et les gens sont plus ou moins frileux par rapport au fait d'assumer d'avoir des interlocuteurs qui ont une opinion qui dérange une vérité économique. Alors cette forme de pression qu'on peut subir ou que je peux subir en France, je vous dis, je parle dans tous les pays du monde, enfin tous, non bien sûr, mais je suis invitée à parler dans plein de pays dans le monde et il n'y a qu'en France où on me dit attention, j'ai reçu l'appel d'élus locaux, si tu pouvais éviter de dire tel mot, si tu pouvais éviter de dire cette chose, etc. Donc voilà, me donner cette liberté-là, elle est très très appréciée. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais avoir une cadence un peu élevée. Mais j'ai vu la plus belle conférence que j'ai vue de ma vie, c'était une conférence d'André Braic, un astrophysicien, qui parle à toute vitesse, c'est insensé, en fait, il est inimitable. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais suspendue à ses lèvres, parce que sa diction, en fait, était très rapide. Je me suis rendu compte qu'en fait, on ne décrochait pas quand quelqu'un parlait très vite. Donc, je vois qu'il y a des gens qui se disent « Ouh là là ». Donc, c'est parti. Donc, je vais vous montrer très rapidement que la pêche profonde est issue d'une logique de surexploitation des ressources halieutiques dans le monde. Je vais me déplacer un petit peu d'ailleurs pour voir mes slides. Vous connaissez peut-être ce schéma, c'est les données statistiques de la FAO, donc de l'ONU en gros, qui montrent, j'ai un pointeur, j'espère que vous le verrez. Ici, on est en 1950 et vous voyez que les pêches qui sont estimées sous-développées dans le monde sont à peu près un peu plus de 40%. Que ce qui est en développement en vert clair, ça occupe la moitié des stocks halieutiques, et ce qui est pleinement exploité ne représente qu'une toute petite partie jaune sur le côté à gauche. Et quand on arrive ici, vers 2000, et aujourd'hui c'est encore plus dégradé, on se rend compte que ce qui était sous-développé ou en développement a complètement disparu. Aujourd'hui, ce qui est pleinement exploité correspond à peu près à la moitié des stocks halieutiques dans le monde. Ce qui est surexploité, c'est une autre grosse partie, ce qui est effondré, c'est aussi une partie, donc ça a été réévalué. Donc les stocks qu'on dit être pleinement exploités, surexploités ou épuisés ont été réévalués en 2009 par la FAO à une proportion passant de 75% à 80%. Donc on est dans un cas de figure qui est très inquiétant au niveau des stocks de poissons traditionnels, on va dire. On a calculé, donc les chercheurs, j'ai mis à chaque fois les références parce que ceux que ça intéresse pourront tout à fait consulter cette présentation librement sur demande ou peut-être en téléchargement sur le site de l'Institut. Sinon, je la mettrai sur le site de Bloom. On a calculé le déclin des captures mondiales de poissons depuis la fin des années 80 à environ un rythme de 400 000 tonnes par an. Donc vous voyez qu'en fait, cette surexploitation des ressources va bon train. Là, c'est un travail très épatant qui a été fait par toute une série de chercheurs qui se sont mis en réseau et qui ont étudié leur connaissance du déclin local des stocks de poissons dans les grands bassins océanographiques du monde. Et ils ont regardé le déclin des grands poissons prédateurs depuis environ 50 ans. Et ils se sont rendus compte que, en fait, le déclin était à peu près partout similaire.
on estime à environ 90% le déclin des grands poissons prédateurs depuis une cinquantaine d'années. Ça, c'est une cartographie de l'Atlantique Nord, comme on le voit, qui donne de façon très intuitive la concentration de la biomasse de poissons. Là, on est en 1900 et on voit évidemment ce qui est rouge. Ça veut dire qu'il y a 11 tonnes de poissons par kilomètre carré, donc on se rend 11 000 tonnes de poissons par kilomètre carré. Donc on voit qu'on est en rouge autour des côtes de façon logique, autour des marges continentales, là où il y a de la production primaire, et que dans les zones très éloignées des continents, dans les zones qu'on appelle oligotrophiques, on a une très faible densité de poissons. Ça, c'est en 1900. Et ça, c'est en 2000. Donc on voit que tous les poissons, en gros, ont disparu. Alors quand on dit disparu, ils n'ont pas disparu, on les a mangés, hein, donc on les a pêchés et on les a mangés. Ce déclin des captures, en fait, il se traduit aussi dans un déclin des tailles des poissons, ainsi que des espèces, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est une étude qui est très intéressante, qui concernait la Floride, et on voit qu'on a des documents photographiques, donc c'est précieux parce qu'on comprend avec les yeux des choses qu'on a du mal à comprendre de façon conceptuelle. Et donc, comme il y avait de la pêche sportive en Floride dans les années 50-60, on a des beaux documents visuels. Et donc là, on voit évidemment des énormes mérous qui étaient capturés en 1956. Ça, c'est la même sorte de pêche sportive, mais on voit que les captures ont changé. Non seulement on a perdu les mérous, mais en plus on a perdu, donc les compositions ont changé, mais évidemment la taille a beaucoup décliné. Et là, on voit les mêmes résultats de capture. Donc on voit qu'on a perdu et en biomasse, et en taille, et en composition, là, en fait en niveau trophique, c'est-à-dire au niveau des espèces qui sont capturées. Donc on s'est rendu compte avec cette étude que la taille moyenne des requins avait décliné de 50% en 50 ans, et que la taille moyenne des poissons était passée de 20 kg à 2 kg. Cette photo, c'est un de mes collègues, parce qu'on a un bureau à Hong Kong, et j'ai un collègue qui a fait des séjours sur des chalutiers, parce qu'à Hong Kong a interdit le chalutage dans les eaux de Hong Kong, et donc il a fait des séjours avec les pêcheurs sur les chalutiers avant que le chalutage soit interdit dans les eaux de Hong Kong. Et vous voyez que la composition typique des captures dans les filets des chaluts de Hong Kong était minuscule, puisque une pièce de 1 Hong Kong dollar qui sert ici de référence, c'est pas plus grand, en fait c'est même un tout petit peu plus petit qu'une pièce de 2 € par exemple. Donc on voit en fait à Hong Kong, on a calculé le poids moyen des organismes qui étaient chalutés, il était de moins de 10 grammes. Donc le poids moyen des organismes était de moins de 10 grammes, c'est-à-dire 3 fois plus léger qu'un moineau. Donc cette situation, en fait, on la retrouve ici en bleu, on voit la situation dans l'Atlantique Nord-Est, et en rouge, on voit la situation dans le golfe de Gascogne. Et on se rend compte, c'est une étude de l'Ifremer qui montre l'évolution du niveau trophique moyen des captures, ça c'est à gauche, et de la taille moyenne des captures. Et cette évolution-là, qui est évidemment déclinante, comme on le voit, on se rend compte évidemment qu'elle n'est pas du tout sur une durée qui va de 1950 à 2010 par exemple. Hein. Le point de référence commence en 1973. Donc vous voyez qu'on pourrait penser que cette phase de déclin des captures est quelque chose qui appartient déjà au passé et qu'on a déjà commencé, je vais me promener par là, qui a déjà commencé à changer un petit peu. Et en fait, non, on est encore dans cette phase de déclin. On n'arrête pas d'ailleurs d'être dans cette phase de déclin par rapport aux captures d'espèces en surface. Donc on voit par exemple que la proportion des poissons benthiques, les poissons qui vivent proches du fond, est passée dans les débarquements de 45% en 1973 à seulement 20% en 2002. Et en revanche, les poissons pélagiques, c'est-à-dire les sardines, les anchois, les petits poissons bleus, ce qu'on appelle les petits poissons bleus, sont eux passés de 21% en 1981 à 60% en 2002. Donc on voit qu'on a vraiment un changement dans la composition des captures. Alors il y a cet article qui est sorti en 2006, qui était le résultat d'un travail aussi de chercheurs mis en réseau. Ils ont en fait projeté les courbes actuelles d'exploitation des ressources halieutiques dans le monde. Et ils se sont rendus compte qu'à pression de pêche constante, on arriverait à la fin des poissons dans les océans en 2048. Alors ça a créé un raz-de-marée médiatique, c'est-à-dire que tous les journaux et tous les magazines du monde ont à un moment donné soit fait leur couverture avec ce chiffre, parce que c'est demain, 2048, sans avoir de poissons comestibles dans les océans, c'est demain.
Donc je pense qu'il y a une forme d'incrédulité de la part des contemporains, de nous tous. Et c'était à pression de pêche constante. Or, la pression de pêche augmente. Les pays comme la Chine, la Turquie, la Chine est en train de se constituer une flotte de pêche qui est déjà la première mondiale, mais qui continue à croître. Donc voilà, la couverture médiatique a été très importante. Si on fait une recherche en mettant poisson 2048 en anglais, on arrive à 5 millions de résultats sur Google, c'est immédiat. C'est a priori l'étude scientifique qui a eu le plus grand nombre de lecteurs dans le monde. Alors ça a évidemment créé une controverse et il y a un chercheur en Amérique du Nord qui s'appelle Ray Hilborn, qui est quelqu'un de très connu parce qu'il a toujours un parti pris qui est celui de la pêche et notamment de la pêche industrielle. Et ce chercheur a dit en fait que ce papier était une exagération notoire, etc. Donc il a créé une controverse. Et ce qui fait que l'auteur de l'étude, mais l'auteur de l'étude qui comprend beaucoup de co-auteurs, hein, donc ce n'était pas un chercheur unique, Boris Worm, mais tous ces co-auteurs ont eu en fait à cœur de prouver que leurs résultats étaient robustes. Donc ils ont publié avec Ray Hilborn déjà une réponse à ce papier-là. Et en plus, à la suite de cette parution, l'UNEP, c'est-à-dire le Programme environnemental des Nations Unies, a décidé de mettre son nez là-dedans, un peu comme l'Académie des sciences en France a fini par mettre son nez un petit peu dans la controverse autour du changement climatique, parce qu'en fait, il n'y a quand même pas de controverse. Et donc l'UNEP a mis son nez là-dedans et a refait des calculs et s'est rendu compte que la pression de pêche à pression de pêche constante. En effet, ce n'était pas 2048, c'était 2050, quand on projetait les courbes en extrapolation. Donc en réalité, ce chiffre est totalement plausible et il est totalement inquiétant. Alors après les poissons, donc, je disais, là j'ai cité une expression anglaise d'un chercheur américain de Scripps, en Californie, qui dit « slippery slope to slime ». Alors c'est joli en anglais parce que ça fait une répétition, alors je ne sais pas comment on appelle ça, une halitote. S'il y a des experts de langue française, ils vont me tomber dessus. Mais en fait, ça veut dire l'espèce de pente glissante vers l'état gélatineux des océans. Et donc ce schéma qui a été très repris parce qu'il est vraiment synthétique, il nous montre ce que l'étude Ifremer vous a montré, c'est-à-dire qu'on change de composition des captures avec le temps, on augmente la proportion de petits poissons bleus. Ce que ça n'a pas calculé, c'est l'augmentation aussi de la proportion d'organismes gélatineux dans les océans. Et donc on voit que quand on passe des grands poissons prédateurs qu'on a surpêchés et qu'on se met aujourd'hui à pêcher soit en effet les petits poissons bleus ici, on arrive à une simplification des écosystèmes qui est potentiellement irréversible et qui mène à des situations comme celle-ci. Donc ça, c'est une situation tangible. Moi, j'ai eu la chance de plonger en profondeur, notamment parce qu'en fait, au nord-est des États-Unis, les pêcheries se sont effondrées en raison de l'invasion par les méduses et les siphonophores. Je ne sais pas si vous êtes familiers des siphonophores, qui sont des grands organismes, l'équivalent de méduses, mais qui vivent en colonie, qui peuvent être géants. Un siphonophore, ça peut atteindre 100 à 120 mètres de long. Et donc les siphonophores ont envahi les écosystèmes puisque la surpêche américaine a dévasté les prédateurs, en fait, les populations de prédateurs dans les écosystèmes. Et là, c'est au Japon et on voit que les filets de pêche sont remplis de méduses. Donc cette composition, ce changement dans la composition des captures et ce changement dans la réalité des systèmes trophiques dans les océans, ça a des impacts économiques. Et donc là, c'est dans la même étude de l'Ifremer, qui est citée en haut de ma slide ici, on voit que les valeurs se sont effondrées en proportion des poissons, en fait, puisque quand on passe de grands poissons prédateurs à plus petits et de plus en plus petits, évidemment, dans les captures et dans le niveau global des captures, on peut parfois arriver à une forme de masse qui se maintienne, mais en réalité, la valeur s'effondre, elle. Et là, on a perdu 45% de la valeur seulement depuis voilà, la fin des années 80, le début des années 90. Ça, c'était donc la slide d'avant, ça vous montrait la réalité française. Et ça, c'est la même, en fait, c'est l'UMR Amur donc, qui a fait un papier sur l'état européen des captures et la logique socio-économique qui s'ensuit, hein, parce qu'on voit ici les valeurs des captures. En rond, les ronds ici, c'est le nombre de navires
Et pareil, hein, le point de référence ici, attention, c'est 1998, hein, on n'est pas en 1950. Hein. Donc seulement depuis 1998 jusqu'à 2004, on voit déjà cette tendance à la baisse de tout. Et les petits triangles, c'est évidemment l'emploi, puisque c'est une suite logique, mais ça, tout le monde est absolument d'accord sur les conséquences de la chute des captures de poissons. Donc, j'ai cité cette étude américaine, enfin d'ailleurs internationale, pas seulement américaine, puisque l'auteur est canadien, qui dit en fait l'effondrement des pêcheries se traduit en problèmes sociaux importants qui contraignent les gouvernements à trouver des solutions là où ils peuvent. Une des solutions envisagées à ce problème mondial a été de se lancer dans la quête de nouvelles ressources halieutiques. Pour ce faire, il existe essentiellement deux options. Développer les espèces sous-utilisées et partir à la conquête de nouveaux habitats. Et donc, là, on rentre vraiment dans notre sujet. Donc, j'ai fait une petite introduction pour vous dire que la pêche profonde ne sort pas d'un chapeau. Elle a évidemment des causes et elle a des conséquences. Donc, à partir de maintenant, on va regarder plutôt l'état de la pêche dans le monde profonde et les conséquences. Donc, on voit ici, il y a une étude qui a quantifié l'enfoncement, je dirais, des pêches dans le monde. Et donc, on voit que de 1950 à 1978, les pêches qui étaient proches des marges continentales, assez en surface, et se portaient assez bien, puisque la pêche ne s'enfonçait que de 2 mètres par décennie. Et on voit que depuis 1978, cet approfondissement des pratiques de pêche s'est accéléré, et on est maintenant à 13 mètres par décennie. C'est ce que le graphe ici vous résume. C'est écrit très très gros. Au cours des années 70 et 80, donc là c'est issu d'une thèse française qui date de 1999 et qui a un peu fait le bilan sur l'histoire de l'émergence de la pêche profonde en France. Donc c'est une thèse qui est très riche de données et d'informations. Et donc elle dit au cours des années 70 et 80, les pêcheries françaises ont été confrontées à une crise sérieuse en raison du déclin dramatique des populations de poissons de mer du Nord. Ainsi, pour préserver leur activité, les pêcheurs français ont-ils décidé de chaluter de plus en plus profondément. Les pêcheries profondes ont commencé à croître à partir de 1989 et se déploient aujourd'hui jusqu'à 1400 mètres. Ça, c'était en 1999. En fait, ça se déploie un petit peu plus profond que ça. Alors, quels sont les problèmes posés par la pêche profonde ? Déjà, en fait, on a une méthode de pêche qui est très destructrice puisqu'on pêche en majorité. Les captures sont attrapées avec une méthode de pêche qui s'appelle le chalut profond, qui est un outil évidemment très destructeur et non sélectif. Donc on le comprend ici. Alors les chaluts ont évolué, tous les chaluts ne sont pas du tout équipés de comment on appelle ça en français, je ne sais plus. En tout cas des rollers, c'est des pièces qui roulent sur le fond et qui écrasent notamment tous les organismes qui s'y trouvent. Mais quoi qu'il arrive, les chaluts ont des panneaux de chaque côté et en général, en effet, sont lestés au sol par ces grosses boules d'acier qui raclent tout ce qu'il y a au fond. Donc vraiment, on est dans une méthode de pêche qui est assez basique. Hein. On ne parle pas non plus d'une immense technologie ou d'une immense complexité, puisque en gros, on prend tout et puis on fait le tri à bord du bateau. Hein. Donc l'impact que ça a, évidemment, c'est sur les écosystèmes marins. Alors, on est tous d'accord et les pêcheurs sont tombés d'accord sur le fait que ça méritait de ce problème de l'impact destructeur des pêches et de la non-sélectivité des pêches devait donner lieu à des mesures de protection des écosystèmes qu'on dit vulnérables. Donc, les récifs coralliens profonds, par exemple, puisqu'il existe des récifs coralliens dans les grandes profondeurs. Ces récifs coralliens abritent évidemment une diversité biologique incroyable et ce sont des formations exceptionnelles. Donc tout le monde est d'accord pour protéger ces organismes et ces milieux exceptionnels. Mais en fait, on a calculé qu'il y a environ 3300 espèces de corail qui vivent dans les grands fonds. C'est-à-dire que la majorité des coraux sur Terre sont des coraux profonds. Il y a plus d'espèces de corail dans les profondeurs que dans les récifs tropicaux, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, hein, donc je vous le dis parce que moi-même, évidemment, je l'ai appris en faisant tous ces travaux de recherche. Et sur ces 3300 espèces, imaginez-vous que seules 6 à 8 espèces sont bâtisseuses de récifs. C'est-à-dire que toutes les autres espèces sont des espèces qui ne vivent pas en agrégation autour de récifs coralliens. Ce sont des espèces qu'on va trouver disséminées sur tous les fonds, qu'ils soient meubles ou non. Donc souvent, ce sont des fonds rocheux, mais pas uniquement. On va aussi trouver des espèces de corail dans le sédiment. Donc c'est aussi pour faire comprendre que les récifs coralliens profonds ne sont pas du tout les seuls qui soient dignes d'intérêt.
et que, en revanche, étant donné que les autres coraux vivent de façon disséminée sur les fonds, les dommages causés par la pêche sont des dommages qui peuvent être tout à fait discrets dans les filets. On n'a pas forcément une énorme biomasse de coraux à chaque fois qu'on pêche. Il n'empêche que la destruction systématique de la biodiversité biologique a bien lieu. Donc là, je vous ai montré cette photo-là, parce que je vous montre, là, il y a une éponge qui abrite des crinoïdes, d'autres éponges, des anémones. On voit en fait que chaque petit monticule, dans un environnement qui est profond, où il y a peu de nourriture, il fait noir, chaque petit monticule qui permet aux organismes de se hisser et d'attraper la nourriture qui passe dans les courants, en fait, a un intérêt. Donc là, on voit d'autres phénomènes de ce genre-là. Là, voilà typiquement un corail. Ces coraux peuvent faire jusqu'à 6 ou 8 mètres. Ce sont des coraux magnifiques, en spirale, comme ça. Et on voit qu'en fait, ils sont accrochés sur un... Là, c'est un mont sous-marin. Donc les monts sous-marins étant les zones géologiques dans les océans qui sont le plus pêchées d'ailleurs au niveau mondial, puisqu'ils forment en fait leur structure géologique crée des courants qui attirent de la biomasse, de la nourriture, donc de la biomasse, donc évidemment des poissons à pêcher. Donc voilà, en fait je vous montrer quelques photos. En fait, ça c'est un récif corallien et on voit les crinoïdes qui sont perchés. On voit aussi des fonds meubles. Donc là, on voit du sédiment, on peut se dire mais c'est de la boue, la vase, ça n'a jamais d'intérêt. De toute façon, c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas trop à la microfaune. Nous, on a toujours une tendance à s'intéresser aux choses qui ont au moins notre taille, ou un peu plus petit, ou un peu plus gros. Ce qui est franchement beaucoup plus petit, ça nous est en général assez égal. Mais on se rend compte que même les fonds meubles accueillent des organismes qui sont tout à fait dignes d'intérêt. Là, je vous ai mis cette photo parce qu'évidemment, l'animal est très beau, c'est un poulpe à oreilles, mais ce n'est pas simplement pour vous montrer une belle image, c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont tout à fait récentes et je vais vous montrer juste après des photos qui sont absolument inédites. Donc voilà, je vous les ai gardées pour vous ce soir. On a découvert que ces animaux, les poulpes à oreilles, que les enfants adorent évidemment parce qu'on les appelle les poulpes Dumbo avec leurs grandes oreilles qui ne sont évidemment pas des oreilles mais des nageoires, on a découvert que ces poulpes à oreilles pondaient dans les coraux profonds. On ne savait pas trop où ces animaux pondaient. On ne sait évidemment quasiment mais rien de leur longévité, de leur rapidité, de leur croissance, de leur maturité sexuelle, etc. On a évidemment toujours beaucoup plus de questions à propos de ces organismes profonds que de réponses, mais ça vous l'avez déjà peut-être compris avec les conférences précédentes. Et donc là je vais vous montrer où pondent ces animaux. Donc on voit ici que le sous-marin s'approche de ce corail-là, qui est isolé comme on voit, et ce corail isolé, il a deux grosses boules ici, donc personne ne sait ce que c'est jusque-là. Là c'est un zoom sur cet œuf, qui s'avère donc être un œuf. Et ils ont remonté l'œuf à bord du bateau, et ces photos-là, donc cette photo-là, elle n'a jamais été diffusée ailleurs. Moi, je la trouve très émouvante, en fait, puisque c'est la première fois qu'on a vu un poulpe à oreille éclore. Et donc, les chercheurs avaient ça dans leur échantillonneur, et ils ont pu se rendre compte que d'abord, évidemment, c'est très mignon, puisque ça a des très, très grandes nageoires, et aussi, c'était un mouvement émouvant, comme à chaque fois qu'on est face à un phénomène biologique qui se déroule sous nos yeux pour la première fois. Donc voilà en fait un assemblage typique de coraux qu'on va trouver, ou d'éponges. Ça c'est une éponge carnivore incroyable. Les éponges carnivores, je ne sais pas si vous connaissiez, en fait il y en a très peu, il y en a quelques-unes dans des grottes autour de Marseille. C'est un peu les mêmes familles, mais donc les éponges sont évidemment filtreuses, et on se rend compte que dans les grandes profondeurs, ces éponges deviennent carnivores. Donc bon, ça c'est tout un truc, je pense que Michel Ségonzac a dû vous en parler parce qu'il adore aussi cet animal. Et voici en bas un récif corallien. Donc vous voyez que ça n'a pas le même aspect que ce que je vous ai montré jusqu'à présent avec ces coraux qui étaient isolés. Et voilà l'impact des pêches. Donc je vous ai montré à quoi pouvait ressembler un biotope profond à 1500 ou entre 1000 et 2000 mètres de profondeur. Et on voit en fait qu'après le passage des chaluts, il ne reste plus rien. Donc il y a des chercheurs qui se sont amusés à dire, bon alors voyons, on va essayer de quantifier l'impact des chaluts sur le fond. Ils ont dit, disons que ça prend 98% des organismes. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a 2% qui restent, c'est vraiment là pour le coup, c'est histoire de dire que rien n'est systématique, parce que les chercheurs n'aiment pas être systématiques. Mais bon, 98%, il faut vraiment avoir beaucoup de chance comme organisme pour passer au travers des mailles du filet, si j'ose dire. Donc on voit évidemment l'impact très profond des chaluts, et évidemment le fait que tout devient un désert. Il ne reste absolument plus rien après. En haut, on voit, ce sont des photos qui ont été faites par Greenpeace dans le Pacifique Sud.
sur les monts sous-marins autour de la Tasmanie, il me semble. Et on voit en fait que là, les coraux qu'ils remontent sont très grands. Et on a maintenant réussi à dater certains de ces coraux, puisqu'on avait daté les récifs coralliens. Donc vous savez, un récif, c'est comme un écosystème, comme une ville. Une ville, ça ne se crée pas de façon complexe. Du jour au lendemain, on ne peut pas mettre des écoles, des hôpitaux, des routes, des crèches, etc. Tout ça, ça se crée avec du temps. Et du coup, on savait à peu près dater les récifs coralliens autour de la Norvège à environ 8000 ans. Donc on savait que quand on impactait avec des chaluts de pêche un récif corallien, on détruisait en un passage, il suffit d'un passage, ça a été confirmé par des chercheurs européens du groupe Hermione, il suffit d'un passage de chalut pour, a priori, détruire de façon sans doute irréversible des écosystèmes qui sont plurimillénaires. Mais là, en fait, on a maintenant, depuis cette estimation-là de 8000 ans des récifs coralliens, on a avancé dans la technique de datation des coraux et on a découvert que certains des coraux qui étaient impactés par les pêches profondes avaient le record de longévité sur Terre à 4200 ans pour un seul individu. Donc on est vraiment dans des logiques biologiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en surface. Alors, ça pose de gros problèmes, parce que ce que je viens de vous montrer, la diversité biologique, etc., alors on peut se dire, bah oui, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, la diversité biologique, elle est surtout riche et dense et nombreuse autour des récifs et des écosystèmes de surface, notamment tropicaux, par exemple la mer de corail, etc. Et le problème, c'est que non, on se trompe encore, et c'est pour ça que c'est bien de travailler sur les milieux profonds, parce qu'on est tout le temps obligé de remettre à jour et de réévaluer nos propres connaissances. Eh bien, j'ai découvert à l'occasion que cette zone-là, ce schéma-là, il montre le nombre d'espèces en fonction de la profondeur, des segments de profondeur dans les océans. Et on voit que la profondeur qui va de 200 à 1000 mètres a le plus grand nombre d'espèces de toutes les profondeurs, de toutes les zones bathymétriques des océans. Donc ça, cette coupe-là, en fait, elle montre la Terre. Donc ça, c'est le niveau de la mer, cette flèche-là, et ça, c'est les océans jusqu'au plus profond, donc la fosse des Mariannes. Et on se rend compte que cette toute petite zone ici, c'est la zone qui, en effet, concentre la plus riche diversité biologique marine, mais c'est aussi la zone, et elle correspond malheureusement à la zone la plus travaillée par les chalutiers de pêche dans le monde. Alors on se dit, à nouveau, je vous refais le parcours intellectuel que moi j'ai eu aussi, parce que moi je me suis dit, bon bah finalement, on essaie de trouver des circonstances atténuantes, et on se dit, alors ça doit aller, parce que finalement les océans sont si vastes, que bon an, mal an, il doit y avoir moyen d'équilibrer entre l'impact de ces pêches et puis la zone qu'ils ont à travailler, ils n'arriveront pas à tout couvrir. Je me suis dit ça. Donc j'ai regardé, on a fait ça sur il y a des tas de logiciels, en travaillant avec des collègues américains, on a réussi à regarder ce que couvraient les profondeurs des océans. Donc on se dit, ça c'est l'image qu'on a évidemment des océans. Ensuite, quand on regarde les profondeurs qui sont au-delà de 2000 mètres dans les océans, c'est tout le bleu. Donc vous voyez par rapport à la slide d'avant, ça c'est les océans, et ça c'est toutes les profondeurs qui ne sont pas exploitables. Parce qu'en gros, au-delà de 2000 mètres de profondeur, soit on dépense trop de carburant pour aller pêcher vraiment loin des côtes et en profondeur, et surtout, il n'y a pas la biomasse suffisante au niveau des poissons pour que ça justifie la dépense. Donc il y a un moment quand même, il y a une espèce de rencontre entre le profit économique et la dépense énergétique notamment. Donc voilà, ça c'est les zones qui ne sont pas pêchables. Et les zones qui sont pêchables, qui sont aujourd'hui exploitées par les pêcheurs, donc entre 300 et 2000 mètres, ces zones-là même qui accueillent la plus grande diversité biologique, elles ne représentent que 8,2% des océans dans le monde. Et en fait, la zone qui représente de 0 à 300, c'est le même ratio, c'est 8%. Et cette zone-là, celle entre 0 et 300, elle a été entièrement transformée par les bateaux de pêche. Et ça, on le sait aujourd'hui. Il y a des cartes qui sortent tout le temps dans les magazines français, etc., qui vous montrent l'impact géographique des pêches dans le monde. Donc, en fait, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Quand j'ai regardé ça, là, je me suis dit, en effet, le combat que je mène, il trouve son sens, parce qu'en réalité, cette zone-là, il est tout à fait possible, étant donné l'efficacité technologique des navires de pêche aujourd'hui, il est tout à fait possible de la réduire à un désert. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Pour vous montrer, en fait, malheureusement, je ne peux pas vous dire toute la science passionnante qui existe autour de la pêche profonde, l'exploitation des ressources en profondeur, etc. J'ai juste pris quelques études qui me semblaient pertinentes, il faut que je boive un peu.
Là, je vous ai montré une étude qui a pris comme année de référence 2005 et l'Atlantique Nord-Est comme la zone qui a été étudiée. Et ce sont des chercheurs anglais qui ont surtout travaillé d'ailleurs avec les données de pêche françaises parce qu'ils avaient accès à une partie des données de pêche. Pardon. Et ils ont essayé de quantifier l'impact géographique des activités humaines sur le fond. Alors vous allez voir qu'ils ont quantifié par exemple l'extraction de gaz et de pétrole, le dépôt de déchets, etc. Et je précise tout de suite, en prévenant, je pense, votre critique, qu'il n'y a pas de coefficient qui a été corrélé à la pollution, ou par exemple quand ils ont simplement regardé l'impact géographique, donc ils ont calculé l'impact géographique du dépôt de déchets. Ils n'ont pas regardé ce que la pollution pouvait entraîner comme conséquence, parce que ça aurait été trop compliqué. Mais quand on parle juste d'impact physique sur le fond, on se rend compte que l'activité, voilà, pour l'année de référence 2005, le dépôt de déchets de toutes sortes, y compris de déchets nucléaires, hein, donc on ne parle pas des conséquences de tout ça, ça n'impacte que 1,6 km². La recherche sous-marine, finalement, et l'activité après la pêche qui est aussi la plus destructrice, puisqu'elle impacte 58 km². L'extraction de gaz et pétrole impacte 23 km². Et la pêche profonde impacte entre 1400 et 74 000 km². Alors vous allez me dire, mais pourquoi une fenêtre si large? Parce qu'en fait, les pêcheurs n'ont pas collaboré, ils n'ont pas voulu donner leurs données, ils n'ont pas voulu partager leurs données sur la vitesse de chalutage et l'ouverture des chaluts. Donc ils ont été obligés de prendre une option très basse, qui n'est pas réaliste, et une option très haute et qu'ils estiment réaliste en pensant que la vérité se situe non pas entre les deux, plutôt du côté de la fenêtre haute, puisqu'ils sont quand même partis évidemment de matériel de pêche qui existe et qui sont surtout aujourd'hui en usage. Donc vous voyez que la pêche a de toute façon l'empreinte annuelle de la pêche profonde, et elle est de minimum 63 fois plus importante que l'extraction de gaz et pétrole, et jusqu'à 3000 fois plus importante. Alors le problème évidemment dans ces pêcheries, c'est qu'elles sont des pêcheries mixtes. Le chalut, donc, comme on a vu, n'est pas sélectif, donc il ramasse tout. En plus de détruire les habitats, il ramasse toutes les espèces qui se trouvent là, sur le hasard du chemin et de la trajectoire du chalut. Et les rejets, donc une étude française a calculé que les rejets correspondaient en moyenne à environ la moitié du contenu du filet. Sur les pêches exploratoires, c'est-à-dire quand les pêcheurs changent d'endroit pour essayer de trouver de nouveaux stocks de poissons, les rejets sont évidemment beaucoup plus importants. On voit sur cette image qu'il y a des requins d'ailleurs, et donc je vais un petit peu vous parler de requins, puisqu'ils sont très très sévèrement impactés par la pêche en profondeur. Donc cette étude, c'est encore une étude qui nous vient de Southampton. Ils ont un centre océanographique remarquable, et ils ont calculé que pour 3 espèces ciblées par les flottes françaises, puisqu'ils avaient des données, ils ont pu étudier de façon précise une zone de pêche qui était vraiment ciblée par les chalutiers français. Pour 3 espèces ciblées commercialement, il y avait 78 espèces qui étaient impactées par les pêches. Donc c'est un ratio que personnellement je ne trouve pas acceptable d'un point de vue éthique, écologique, je ne trouve ni efficace, ni fonctionnel, et ni d'ailleurs, mais je vous laisse juge de savoir si vous trouvez que ce ratio est convenable. Et donc voilà, une autre étude de Valérie Alain disait que pour 8 espèces commerciales, il y avait environ 43 espèces rejetées, alors que là, on parle des espèces, quand on parle de 78 espèces impactées, c'est en général, elles ne sont pas forcément rejetées, c'est-à-dire que leur population peut avoir un impact, ressentir un impact, et à des grandes profondeurs aussi. C'est ce que montre ce schéma, c'est que même si la pêche ne se déroule que dans une zone qui va, on va dire en gros, jusqu'à 1500 mètres de profondeur, les impacts de la pêche sur les populations se font ressentir jusqu'à 4000 mètres de profondeur ou plus. Ça, c'est encore le même laboratoire qui a produit une étude. En fait, c'est une étude formidable, parce que là, ils avaient accès ils ont fait du chalutage scientifique avant le début de la pêcherie dans la zone concernée, c'est cette zone ici, là. Donc on voit la France est là, donc on est à l'ouest de l'Irlande. Et donc ils ont des données avant la pêche, et c'est la seule étude comme ça, et ils ont des données après la pêche. Donc ils ont pu estimer la population et l'abondance de poissons avant qu'il y ait une activité de pêche et après. Et le résultat, donc on voit sur les courbes sont évidemment comme d'habitude des courbes déclinantes, c'est un peu la constante de mes présentations, c'est toujours des courbes déclinantes.
L'abondance des poissons était donc avant la pêche de 25 000 individus par kilomètre carré à 7 000 individus par kilomètre carré. Donc on voit en fait que les populations de poissons ont été réduites environ, de plus de 3 fois et demi à peu près. Et donc la pêche était limitée à 1500 mètres, mais l'impact est visible jusqu'à 3000 mètres au minimum. Donc voici des photos de requins profonds qui sont systématiquement associés aux prises réalisées par des pêcheries qui sont mixtes et qui ne sont pas sélectives. Et le problème de ces requins profonds, c'est qu'ils sont excessivement vulnérables. Les poissons profonds ont globalement une longévité très grande. Donc on parle vraiment de... Alors le cas extrême, c'est l'empereur. Donc je ne sais pas si vous connaissez la longévité de l'empereur. Bon, c'est 160 ans. Donc, et il atteint sa maturité sexuelle à 30, 25 ou 30 ans. Il atteint sa maturité sexuelle à 25 ou 30 ans, donc on sait vraiment très très peu de choses de lui. Mais évidemment, c'est une des premières pêcheries qui a disparu parce qu'il était impensable d'avoir une pêcherie durable avec des poissons dont les cycles biologiques sont si vulnérables. Mais enfin, je vais vous parler d'âge des poissons après, mais vous allez voir que de toute façon, globalement, les organismes profonds, notamment les coraux, mais aussi les poissons, ont des longévités extrêmes. Et les requins en font partie. Et les requins, on pense toujours aux requins, on se dit ce sont des poissons, mais en fait, ce sont des faux poissons, si j'ose dire, puisque en fin de compte, ils trouvent leur origine à environ 300 ou 400 millions d'années. Donc ils ont évolué bien avant les poissons, ce qui fait qu'ils ont beaucoup moins d'œufs. Ce sont des chondrichthyens, ce sont des poissons cartilagineux, et ils ont beaucoup moins d'œufs, ils se reproduisent beaucoup moins. Donc en fait, les portées des poissons, des requins, c'est souvent de 4 à 10 ou 15 bébés, et parfois une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Donc on n'est pas du tout dans la même logique, la même dynamique de population que les poissons qui vont produire des millions d'œufs plusieurs fois par an. Et donc on voit que là, on a regardé le statut des espèces qui étaient capturées dans les filets des chaluts français, notamment en Atlantique Nord-Est, et on voit qu'un certain nombre de ces poissons-là, de ces requins, sont en danger critique d'extinction. Quand ils ne sont pas en danger critique d'extinction, ils sont en danger d'extinction, ou ils sont vulnérables, ou on manque de données, donc quasi menacés. Donc ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'à chaque fois que vous mangez un poisson profond, quel qu'il soit, il y a toujours une espèce menacée qui est associée à cette capture-là. Donc c'est quelque chose, en fait, on oublie les choses importantes, malheureusement, on est pris par la vie, on est récupéré par le rythme de nos vies, etc. Maintenant, si on pouvait simplement retenir ça de cette conférence, à chaque fois que vous mangez de la lingue bleue, du sabre noir ou du grenadier, vous avez systématiquement contribué à l'extinction d'une espèce, au moins, ou de plusieurs espèces. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se visser dans le crâne parce que c'est une forme d'aberration. Là, on est vraiment dans une forme d'aberration écologique qui me semble, à moi, parfaitement inacceptable. Et donc là, je finis par les espèces ciblées, parce que je vous ai parlé des impacts sur les habitats, je vous ai parlé des impacts sur les espèces qui sont à capturer de façon accidentelle et non désirées par ces chaluts qui ne sont pas sélectifs. En fait, on va regarder aussi ce qui se passe avec ces espèces qui sont donc ciblées. Donc je vous ai parlé de l'empereur, ça c'est une photo que j'ai prise, vous voyez, sur le tapis d'un chalutier en Nouvelle-Zélande sur lequel j'ai séjourné. Et donc ça, ce sont les empereurs dont je vous ai parlé, qui vivent jusqu'à 160 ans, et la pêche est déjà fermée en Atlantique Nord-Est, puisqu'on a surexploité ce stock, on l'a réduit à peau de chagrin en moins de 10 ans. Et donc en 2010, la pêche a été interdite, et les captures interdites, donc le débarquement de ces empereurs interdit en Europe. En revanche, vous voyez ici, ce sont des grenadiers de roche. Et les grenadiers, on en trouve encore dans les supermarchés. Pas tous les supermarchés, parce qu'heureusement, on a quelques supermarchés français qui ont pris des mesures par rapport à ces espèces menacées, mais pas tous. Et donc, on va voir le cas d'Intermarché tout à l'heure. Donc, ces poissons-là, en fait, leur abondance, parfois, quand on les a capturés, quand les pêcheurs ont commencé à cibler ces espèces-là, leur abondance a laissé croire aux pêcheurs qu'il y avait des populations, en fait, inépuisables, et que la biologie devait forcément suivre. En fin de compte, non, ce qu'il faisait, c'est qu'il trouvait une biomasse vierge et il la réduisait de façon drastique en très peu de temps. Donc là, ce que je vous montre, en fait, c'est un calcul qui a été fait par des chercheurs qui montre la longévité moyenne des poissons en fonction de la profondeur. Et donc, on voit que quand on est en surface, on est à moins de 20 ans en longévité moyenne des poissons.
Quand on arrive à 500 mètres de profondeur, on est pareil vers les 30-40 ans. Et quand on arrive à 1500 mètres de profondeur, on est quasiment à 100 ans de longévité moyenne des poissons. Donc c'est ce qui est courant. 100 ans de longévité, ou 90 ans, ou 80 ans, c'est absolument courant. En réalité, il n'y a que 2 exceptions à ça, qu'on connaisse aujourd'hui dans les poissons qui sont capturés, c'est la lingue bleue et le sabre noir. Et parce que le sabre noir et la lingue bleue ont des longévités qui se rapprochent de la longévité de la morue, par exemple, 20 ou 30 ans, les pêcheurs estiment qu'on peut faire une exploitation durable de ces biomasses-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les capturer sans capturer toutes les espèces que je vous ai citées et sans en plus avoir les impacts sur les habitats à cause de la méthode de pêche. Mais aussi, et je vais vous montrer ça, alors là, avant d'en arriver là, je vais quand même vous montrer, avant de vous parler de la lingue bleue et du sabre noir plus précisément, je vous montre aussi ce graphe que j'adore, qui montre, là on est en surface, et ce sont le nombre de paramètres biologiques connus sur les poissons, en fonction de la profondeur. Donc en fait, on se rend compte qu'en surface, on connaît un grand nombre de paramètres biologiques de ce qui caractérise le cycle de vie du poisson. Donc en fait, tout ce qu'on a besoin de savoir, tout ce dont on a besoin pour une gestion, pour pouvoir faire un plan de gestion, la maturité, la longévité, la reproduction, etc. Et quand on descend en profondeur, évidemment, quand on arrive avant 1000 mètres de profondeur, il nous manque tous les paramètres de base. Et c'est une autre chose qu'il faudrait retenir. Enfin, je vous montre ce graphe-là et j'espère que vous allez pouvoir le garder en tête. Cette étude-là, qu'on devrait idéalement reproduire en Europe pour les espèces européennes, c'est une étude qui parle du grenadier de roche, donc le poisson qui avait une queue de rat que je vous ai montré sur la photo il y a 2 ou 3 slides. C'est une étude qui a montré en fait la pêche canadienne. Donc ça, c'est l'Atlantique Nord-Ouest. Et on voit le début de la pêcherie, donc à la fin des années 60, un pic de capture qui arrive ici à 80 000 tonnes, qui monte très très haut et qui chute. Cette chute brutale a décidé les gestionnaires des pêches à mettre en place un quota. Ils se sont dit, c'est un très mauvais signe que les captures déclinent de façon si brutale. Donc ils ont mis un quota. La ligne noire, c'est le quota. Et vous vous rendez compte qu'à partir du moment où les gestionnaires des pêches ont mis en place le quota, les pêcheurs n'ont plus jamais réussi à atteindre le quota. Tellement, en fait, la biomasse vierge avait été réduite de façon si forte qu'elle mettait en péril la survie même de l'espèce. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, ce sont les losanges qu'on voit ici et qui vous expliquent les publications dans les journaux à comité de lecture, donc des journaux scientifiques, les revues scientifiques. Et on voit en fait que là, on est dans des publications qui regardent simplement la distribution, la biologie de base de l'espèce, la structure de la population, la fécondité des juvéniles, bref, la validation. Alors là, on voit quelque chose de très intéressant, que la validation de l'âge du grenadier, elle arrive après la fin et la fermeture de la pêche. Parce que là, c'est la fin du quota et c'est la fermeture officielle de la pêche au grenadier de roche. C'est-à-dire que ce paramètre-là, l'âge, ça paraît basique de savoir quel est l'âge des poissons pour pouvoir avoir un plan de gestion, quel qu'il soit. L'âge a été connu après la fermeture de la pêche. Et je pense que si on l'appliquait aux pêches profondes européennes, on aurait un schéma qui est systématiquement le même pour quasiment toutes les espèces exploitées. Donc ça, ce sont des graphiques qui correspondent aux captures françaises uniquement. On voit le grenadier de roche, la lingue bleue et le sabre noir. Et alors ce que je voulais vous montrer, parce que là j'ai mis une courbe, sur mes courbes plutôt, j'ai mis un trait rouge qui correspond à la mise en place des quotas européens au 1er janvier 2003. Et ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai souvent eu des retours des industriels de la pêche qui me disaient les pêches déclinent en Europe, c'est la résultante de cette politique des quotas qui a fait que nos captures ont décliné. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que systématiquement, les pêcheries ont commencé à décliner avant la mise en place des quotas. Donc, ce qui prouve qu'on était déjà dans un modèle de surexploitation des stocks avant même l'intervention européenne des gestionnaires de pêche. C'est malheureusement en anglais parce que c'est un PDF sorti d'un document qui montre le statut en fait, de connaissance des populations. Donc ces trois espèces-là, le sabre noir, le grenadier de roche et la lingue bleue, sont les espèces les plus importantes pour les pêches profondes françaises. Et on se rend compte qu'à chaque fois, l'état du stock est inconnu. Et à chaque fois, la conclusion est la même. Ces avis sont issus
Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle le Comité international pour l'exploration de la mer. C'est une agrégation de tous les chercheurs qui s'occupent des stocks de poissons européens. Et donc, c'est un avis scientifique qui est élaboré en concertation entre tous les chercheurs. C'est aussi robuste que ça peut l'être. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un processus transparent de concertation des chercheurs. Et les chercheurs finissent toujours par conclure qu'il n'existe pas d'évaluation fiable qui peut être présentée pour cette unité de pêche et que du coup, on ne peut pas prédire et projeter les possibilités de pêche. Et c'est à chaque fois et systématiquement la même chose. Là, on est dans un document qui était plus français. C'était dans le cadre de concertation nationale organisée par le ministère de l'Agriculture en 2009, qui s'appelait les Assises de la pêche. Et donc, ce document émane des instituts IFREMER, IRD, Muséum d'histoire naturelle et France Agrimer. Et donc, on voit que toutes les espèces dont on parle ici, grenadiers, sabres, lingues bleues et requins, sont toutes dans la case surexploitée, d'une zone qui les met en péril biologique. Ça, c'est le tableau récapitulatif des espèces, en fait, de plusieurs espèces européennes, donc ciblées par les pêches européennes. Et donc, on voit que 100% des captures d'espèces profondes de l'Union européenne se trouvent de ce qu'ils appellent en dehors des limites de sûreté biologique. 100%. Donc ça, c'est l'avis, vous voyez, il est ici. Donc, ils disent, voilà, les poissons deep water fish, les poissons d'eau profonde. Donc, je conclus que la pêche profonde au chalut n'est pas durable et encore moins écosystémique. J'espère que vous en êtes aussi convaincus que moi. Je peux vous rajouter plein d'autres références scientifiques et même avec plaisir, si vous voulez, parce que j'ai calculé en gros qu'il y avait à peu près 200 références littéraires, donc de la littérature scientifique, qui montraient l'impact des chaluts ou la non-durabilité de ces pêches. Et il n'y en a pas un, il n'y a pas un article sérieux, donc revu par des pairs, publié dans une revue scientifique, qui disent le contraire, ou qui tentent même de dire le contraire. Donc il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de controverse. Ça, c'est très net. Donc, une aberration écologique des temps modernes, je dis oui, et alors en anglais, il y a cette expression qui dit c'est un no-brainer. Ça veut dire le brain, en anglais, brain, ça veut dire le cerveau, et donc en anglais, cette expression que j'aime beaucoup, no-brainer, ça veut dire ça ne demande vraiment pas une grosse mobilisation de nos capacités cérébrales pour comprendre quelque chose, c'est à la portée de n'importe qui. Donc là, le fait que c'est une aberration écologique, c'est à la portée de n'importe qui. Vous avez reconnu, évidemment, celui Bart Simpson. Donc en scanographie cérébrale. Donc la question se pose, alors quels sont les bénéfices qu'on tire de cette pêche et qui en tire des bénéfices? Alors là on voit, c'est un cartogramme qu'on a produit avec un logiciel assez rigolo, vous avez déjà dû voir ça dans Le Monde ou quoi, quand ils font des disproportions et des distorsions des pays, par exemple les riches, les pauvres, etc. dans le monde, et on voit que les Américains ont un PIB comme ça et que, évidemment, le Sahel disparaît complètement. Donc, on a fait la même chose en rentrant les captures d'espèces profondes. Et on voit que tout d'un coup, la France prend une place gigantesque sur la carte mondiale, comme l'Espagne et le Portugal, comme l'Islande, comme la Russie, comme le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et notre pays, que ce soit en 2008 ou historiquement, depuis qu'on a commencé la pêche profonde, on occupe la 7e place mondiale. Alors les pays les plus importants sont la Nouvelle-Zélande, la Russie et l'Islande, et ensuite arrivent la France, l'Espagne et le Portugal. Donc dans le monde, opérant en eau internationale, c'est-à-dire en dehors des limites de juridiction nationale, hein, donc en dehors de la zone économique exclusive des pays, on estime qu'il y a 285 navires qui sont impliqués dans la pêche profonde. Donc c'est vraiment très peu. Enfin, je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup, moi ça m'a paru très peu. Quand j'ai appris qu'il n'y avait que 285 navires, je me suis dit, mais alors ça doit être très simple de mettre fin à cette pratique-là. Et je me trompais vraiment, et ça je vais vous dire pourquoi après. En France, c'est le fait d'une dizaine de navires. Donc ces navires représentent, on a calculé, environ 0,2% de la flotte française. Et cette dizaine de navires capture à peu près 90% de la valeur des débarquements. Donc ce sont des informations qui avaient été données par France Agrimer. Donc ces 10 à 11 navires sont répartis au sein de 3 flottes principalement. La Scapèche qui appartient à Intermarché, Euronor qui se trouve à Boulogne-sur-Mer qui appartient à
UK Fisheries, qui en fait appartient aux Néerlandais et aux Islandais, et à l'armement de Lem, qui se trouve à Concarneau et qui appartient aux Néerlandais de Jackson. En réalité, Intermarché est le leader de cette pratique de pêche, puisque, bon, sans rentrer dans tous les détails, mais ce sont des informations qu'ils ont données publiquement. Et donc, Intermarché représente environ 70% des captures d'espèces profondes en France. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, ils sont aujourd'hui le plus gros problème. Et la raison, à mon avis, et c'est mon analyse et mon expérience, c'est la raison principale pour laquelle on n'arrive pas à avancer dans le débat public et dans la prise de position politique de la France. Alors, les bénéfices, quels sont les bénéfices issus de cette pêche profonde? Donc, on a fait une analyse des comptes d'exploitation des sociétés, puisqu'ils sont publiquement consultables sur le site du tribunal de commerce en France. Il y a une obligation de publier les comptes des sociétés. Et donc, on s'est rendu compte que, de façon très, très surprenante, ces 3 opérateurs de pêche profonde étaient tous déficitaires de façon chronique. Et donc, la Scapèche, par exemple, qui appartient à Intermarché, avait un résultat d'exploitation de moins 1 million d'euros, moins 1,380 millions d'euros, soit 1,7% du chiffre d'affaires de 2004 à 2008. Euronor avait un résultat d'exploitation de moins 4 millions d'euros sur la période de 2006 à 2008. Et Delem avait aussi une perte de près de 7 millions d'euros sur la période de 2004 à 2008. Donc j'ai été assez surprise. Et en même temps, en regardant aussi la structure de leurs dépenses, et en regardant et en voyant, quand on voit la taille de ces bateaux, qui sont des énormes bateaux industriels qui pèsent vraiment très lourd, qui sont vraiment très grands, qui font entre 30 et 46 ou 50 mètres, on comprend évidemment que déjà, bouger cet engin-là, il faut quand même vraiment de la puissance motrice. Et ensuite, ils pratiquent le chalutage profond, c'est-à-dire une méthode de pêche qui est traînante. Donc, ce n'est pas du tout une méthode douce qu'on appelle dormante. Là, on est dans des arts traînants, c'est-à-dire qu'évidemment, on déploie énormément de chevaux pour pouvoir tirer tout cet appareillage avant même d'avoir attrapé le premier poisson. Et alors là, on a une étude mince, c'est pas ce que je voulais faire, je cherchais mon pointeur. On a une étude de l'Ifremer qui montre que, pour vous donner un ordre d'idée, les navires de moins de 12 mètres consomment environ entre 30 et 100 litres de gasoil par jour. Les chalutiers jusqu'à 24 mètres, environ 1000 litres ou plus par jour. Et les chalutiers dont il s'agit ici en pêche profonde sont à plus de 7000 litres de gasoil par jour. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et alors au niveau de ce que ça représente dans leur chiffre d'affaires, puisque c'est ça qui compte, les navires de moins de 12 mètres, on voit bien que quand le poste carburant ne représente que 8%, ce sont des moyennes établies par l'Ifremer, le poste carburant ne représente en moyenne que 8% du chiffre d'affaires, ce qui signifie évidemment qu'ils sont beaucoup moins vulnérables à l'augmentation des prix du gasoil. Tout le monde est impacté. Dans les pratiques agricoles ou de pêche, tout le monde est impacté par l'augmentation du prix du gasoil. Mais quand on a 8% du chiffre d'affaires, on s'en sort encore. Quand on est, comme les chalutiers de fond de plus de 40 mètres, à minimum 28%, mais ça, ce sont des estimations sur un gasoil qui était assez bas. Et aujourd'hui, le gasoil, donc ce que je vous montre dans la slide d'après, ça, mon graphe s'arrête à janvier 2008. Et vous savez aujourd'hui qu'on est passé au-delà, c'est-à-dire que le prix actuel du gasoil, il est en dehors de la courbe. Donc aujourd'hui, on est vraiment, enfin, ces armements sont dans une situation exsangue par rapport à l'augmentation du prix du gasoil. Donc c'était vraiment des choix stratégiques. Utiliser ces gros matériels traînants, ce sont des choix stratégiques qui ne payent pas au niveau de la rentabilité dès que le gasoil bouge. Donc voilà, le cabinet du Premier ministre avait d'ailleurs en fait sorti cette note qui disait que justement les techniques comme le chalutage étaient en question puisqu'ils étaient handicapés à terme du fait de la consommation élevée en carburant. Le chalutage est critiqué pour sa faible sélectivité des prises aussi. Donc comme quoi, quand on regarde dans la littérature, on voit des tas de choses fascinantes qui émanent même du cabinet du Premier ministre. Donc on se dit, voilà, si les choses sont écrites, on s'attend à une traduction dans les politiques publiques qui sont menées de cette connaissance. Et là, il y a un décrochage, un grand décrochage des wagons, comme on verra tout à l'heure, parce que je garde cette partie-là pour la fin. Donc, cette dépendance structurelle, évidemment, au gasoil implique une dépendance structurelle aux aides publiques, puisque vous savez que le carburant est détaxé. Donc, ce sont quand même ce qu'on appelle des subventions, même si ce sont des subventions indirectes, ça reste un manque à gagner pour l'État de ne pas percevoir environ 50% du prix du gasoil à chaque fois que les chalutiers partent en mer ou les bateaux de pêche.
Donc, on voit, et donc on a analysé dans les comptes d'exploitation de ces sociétés, soit par leur compte d'exploitation, soit par le biais d'un site internet fabuleux qui s'appelle fishsubsidy.org. Est-ce que je l'ai là? Attendez. Voilà, vous voyez là, ici, fishsubsidy.org, vous pourrez le noter sur la slide d'après, c'est un site qui est fascinant parce qu'il crée de la transparence sur l'ensemble des subventions allouées par l'Europe aux navires de pêche dans tous les pays membres de l'Europe. Et donc, on a calculé ces subventions à partir de soit les comptes d'exploitation, soit le site internet qui rend transparentes les données européennes. Et donc, on s'est rendu compte que Scapèche, qui appartient donc à Intermarché, avait touché pour le segment profond de sa flotte uniquement, près de 10 millions d'euros sur une période assez réduite. Euronor avait touché on est là dans les 8 millions d'euros, un petit peu moins de 8 millions d'euros, et Delem avait touché 1 million d'euros. Donc en fait, Delem n'est pas dans la boucle des subventions directes pour la construction des navires, la modernisation des navires, etc. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail, parce que ce qu'on a découvert, je ne l'ai pas encore suffisamment partagé avec vous, c'est-à-dire le grand public, c'est horrible comme expression, mais j'en fais partie sur d'autres sujets, mais là, je me retrouve en position on va dire, d'hébétement presque, puisque je découvre donc en faisant ces analyses que non seulement donc, Scapèche appartient à Intermarché, que Intermarché touche près de 10 millions de subventions publiques, alors que c'est évidemment un leader de la grande distribution qui, a priori, n'a pas vraiment besoin de l'aide publique et que notre argent, on est sans doute d'accord sur le fait qu'il a de meilleurs usages pour entrer dans des formes de solidarité avec notre société. Mais je découvre surtout qu'en fait, il y a eu des plans de casse. Vous savez, vous avez entendu parler du fait que les bateaux partaient à la casse, etc. Et donc, Intermarché avait fait le choix de la pêche profonde et avait investi dans des chalutiers profonds et a décidé, en fin de compte, de profiter d'un plan national et européen, la traduction nationale d'un plan européen de casse des navires. Donc ces plans de sortie de flotte, comme on les appelle, sont toujours destinés à alléger la pression de pêche sur des espèces qui sont vulnérables ou des écosystèmes qui sont vulnérables ou des stocks de poissons qui ne se portent pas très bien. C'est logique. Donc on essaie d'abaisser la pression de pêche. Donc on met en place un plan de sortie de flotte. Chaque navire, là je l'ai là. Donc par exemple, ils ont sorti des anciens chalutiers, des grands chalutiers de 54 mètres, et ils ont touché par exemple 1,2 million d'euros pour la sortie de l'un d'eux, ou près de 1 million d'euros pour la sortie de flotte d'un autre chalutier. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que dans le même temps, ils ont mis en place un système et un plan de construction de navires neufs. Donc, ils ont profité. En fait, l'Europe a interdit la construction de navires à partir du 1er janvier 2005. Et donc, ce qu'Intermarché a fait, c'est qu'ils ont poussé leur dossier de casse en même temps qu'ils ont poussé un dossier de construction de navires. Et en fin de compte, par le biais de la construction, comme par le biais de la casse, on a financé le renouvellement de leur flotte. Et on a financé le renouvellement d'une flotte qui était très destructrice et qui en fait était vieillissante et qui subissait des arrêts techniques très fréquents et qui avait évidemment trop de consommation de gasoil. Donc ils ont fait ça au moment où évidemment les prix du gasoil augmentaient. Donc on se retrouve tributaire du renouvellement de l'engin et de l'outil industriel d'une des sociétés qui est sans doute la plus riche en France. En fait, je ne rentre pas dans le détail, mais il se trouve que le troisième bateau que la flotte de pêche d'Intermarché a fait construire, donc les subventions directes ont été refusées, mais l'État a accordé un groupement d'intérêt fiscal qui était en fait une façon d'accorder un prêt à taux zéro à une société qui en plus est endettée, ne pouvait pas forcément emprunter au niveau des banques. Et donc ils ont accordé un emprunt à taux zéro et ce mécanisme de groupement d'intérêt fiscal a été condamné par l'Europe. Donc vous voyez qu'en fait à tout niveau, cette façon de faire a été jugée et peut être jugée un petit peu douteuse. Et ce que je vais vous montrer pour finir, c'est que, pas pour finir la conférence du tout, hein, mais pour finir en fait cette analyse, on voit que quand ils sont passés de 4 bateaux à 3 bateaux. Donc on a perdu 25%, a priori quand on passe de 4 bateaux à 3, on perd 25% de l'outil. Donc on se dit ok, on est dans la réduction malgré tout, même si on a construit de nouveaux bateaux, on est quand même dans la réduction de notre capacité de flotte. Mais en fait on a soumis
les chiffres et leur coefficient technologique à l'analyse d'un chercheur européen qui nous a montré qu'en fin de compte, quand on regardait les coefficients techniques de chaque bateau, ça c'est la première période, les anciens navires qui sont partis à la casse, et les deuxièmes qui ont été construits, on se rend compte qu'entre la première et la deuxième période, en fin de compte, on est en augmentation de toutes les capacités de pêche. C'est-à-dire que même si on passe de 4 unités à 3, on augmente les kilowatts par bateau de 25%, le tonnage par bateau de 18%, et en fin de compte, le kilowatt par tonnage, c'est-à-dire la puissance de pêche par tonnage, de 6%. Donc en fait, ma conclusion, évidemment, c'est de dire qu'en fin de compte, on est face à un dispositif public de soutien financier qui a permis à la flotte d'Intermarché de renouveler sa flottille de chalutiers profonds et d'augmenter sa capacité de pêche sur les espèces profondes, alors que, évidemment, les plans de sortie de flotte avaient comme objectif précisément le contraire. Je termine par cette citation dans un article récent là, de 2010 qui parle un petit peu de cette stratégie d'Intermarché, parce que Intermarché intègre, vous savez, les productions souvent en amont. Et donc ils disent Intermarché dispose d'un accès privilégié à l'information en amont pour préempter les arrivages en fonction de ses besoins. Jean-Pierre Leroc, fondateur d'Intermarché, ne s'est pas lancé au hasard en 1993 dans l'aventure d'une flotte intégrée. Donc on comprend bien évidemment qu'avoir une flotte de pêche déficitaire, ça ne pose a priori aucun problème à un géant de la distribution qui va évidemment se rattraper sur le prix de vente du poisson dans ses supermarchés. Donc voilà, je vous laisse juger de tout ça. Pour conclure cette partie-là, puisqu'il nous en reste une croustillante à regarder ensemble, je pense qu'on peut vraiment, donc on dit, et puis les chercheurs disent, qu'on est dans un cas de figure de non-durabilité monospécifique, c'est-à-dire que les espèces ciblées se portent mal. On est dans la non-durabilité écosystémique, c'est-à-dire que les espèces non ciblées, les prises accidentelles et les habitats se portent très très mal, et de la non-durabilité économique, parce que ces flottilles de pêche ne sont pas capables d'opérer sans le soutien des subventions publiques, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas quitter le port si déjà elles ne sont pas exemptées de la détaxe sur le gasoil, quoi. Donc on est dans un cas de figure, je peux dire la pêche profonde, qui est non durable, non écosystémique, non rentable et subventionnée. On a fait ce visuel avec l'association Bloom que je préside, qui dit la pêche en eau profonde est une arme de destruction massive, parce que je pense qu'une bombe sous l'eau a le même effet, ou peut-être moindre, que l'effet des chaluts combinés sur l'ensemble des écosystèmes. Puisqu'une bombe, finalement, ça c'est complètement empirique, couvre une aire géographique qui est quand même moindre que cette efficacité quand on traîne un chalut sur des kilomètres carrés. Alors pourquoi accepter une triple aberration écologique, économique et éthique? Pourquoi cette aberration se poursuit-elle? C'est une vraie question. Donc j'ai montré la photo de ce poisson qu'on appelle le blobfish qui dit « mais aidez-moi à comprendre, puis sauvez-moi surtout ». Donc, je vais vous proposer, du coup, une analyse personnelle basée sur notre expertise au sein de Bloom et puis de la collaboration avec d'autres ONG, puisque nous avons été et nous sommes toujours très solidaires dans nos échanges de données et dans les processus de négociation nationale ou internationale. Donc, on a une activité qui est concentrée. Donc, on a vu qu'il y avait surtout une flotte de pêche qui était bloquante dans le système, celle d'Intermarché, et une agglomération, puisque cette flotte de pêche est implantée à Lorient. Et donc, le fait qu'elle soit très géographiquement concentrée dans une agglomération, ça lui assure, en fait, le soutien indéfectible des pouvoirs publics locaux. On a un investissement industriel lourd, puisque l'amortissement des navires se fait sur minimum 20 ans. Donc, il est évident que si la société peut les exploiter plus longtemps, ben c'est forcément mieux pour elle. Donc, on est dans des logiques vraiment d'industrie lourde et de long terme. Qui oblige, en fait, cette inertie oblige les entreprises de pêche à garder le cap des choix stratégiques qui ont été faits, même si ces choix stratégiques sont délirants, même si le management d'Intermarché a décidé au début des années 2000 de profiter des dernières subventions européennes à la construction et des plans de sortie de flotte, il se trouve qu'à mon sens, c'était une stratégie qui manquait de vision, parce que tout le monde savait que les chercheurs disaient à l'unanimité que c'était une mauvaise idée de pêcher en profondeur. Donc les avis scientifiques étaient unanimes. Et en plus, la Commission européenne avait déjà alerté sur le fait que
ces espèces allaient passer sous quota. Malgré tout, ils ont fait ce choix-là, ça les regarde. Mais le problème, c'est que c'est nous, publiquement, qui en assumons les frais. Donc le résultat, c'est une logique de résistance à tout prix au changement et le déploiement d'une stratégie de désinformation et de lobbying dont, je dis, il faut saluer la persévérance. Parce que réellement, ce à quoi on est confronté, nous, en tant qu'ONG, évidemment, sans un sou, sans force, sans ressources humaines et sans capacité de déploiement identique, c'est une lame de fond et une très belle organisation depuis plusieurs années, très systématique. Je vais vous en donner quelques exemples de comment se déploie un lobby, quel qu'il soit, parce que je pense que ceux qui travaillent sur les pesticides, l'agriculture, etc., font les mêmes expériences que celles que nous faisons avec mes collègues ONG. Donc, j'ai fait une petite slide très bavarde, avec beaucoup de texte, mais ça c'est au cas où vous ayez envie de consulter la présentation après. Donc pour dire qu'en fait, l'art de la désinformation, ce sont des leçons, donc ce que nous on a découvert en tant qu'ONG, sans doute un peu naïf, parce que le débat avec la pêche n'avait pas été organisé de façon nationale avant le Grenelle de la mer. On a découvert qu'il y avait en fait une vraie pratique du lobbying industriel et qu'évidemment, il date de l'après-guerre et les leçons ont été prises aussi par des grands lobbies industriels américains notamment. Et donc, on s'assure le soutien d'une ou deux blouses blanches, c'est ce que je dis. En fait, il ne faut pas forcément beaucoup plus qu'un ou deux chercheurs qui vont avoir pour mission de créer du doute. Ils ne peuvent pas non plus complètement se décrédibiliser d'un point de vue scientifique, donc ils ne vont pas dire non, c'est parfaitement bon, la pêche profonde, c'est formidable, etc., parce qu'ils perdraient tout de suite leur crédit. En revanche, c'est un métier de semer le doute. Et donc, il y a un livre, je vous montrerai après la couverture, qui s'appelle « Les marchands de doute », qui vient d'être traduit en français aux éditions du Pommier, qui est une formidable enquête sur l'industrie du tabac et le changement climatique, qui montre l'organisation d'un lobby industriel. Et donc, on trouve quelques marchands de doute. Donc voilà, on trouve un ou deux chercheurs qui vont simplement semer le doute, ce qui va permettre de prendre du retard sur toutes les décisions qui devraient être prises par les gouvernements. Ensuite, on place ces marchands de doute à des endroits, dans le dispositif, à des endroits clés, évidemment. On évite soigneusement toute référence scientifique. Donc ça, je vais vous montrer, parce que dans le Grenelle de la mer, on a été confronté à quelque chose de délirant, en fait. Je ne peux pas vous dire mieux, parce qu'on a vu un processus où un rapport sur les pêches profondes a été produit sans aucune concertation, parce qu'on a essayé d'être en concertation avec l'industrie de la pêche, etc. En fait, les chercheurs un peu sérieux ont déserté le processus parce qu'ils ont bien vu que ça sentait carrément le roussi. Et donc, le rapporteur, qui était la pièce maîtresse, le marchand de doute dans le dispositif, a pondu un rapport sous la dictée du lobby industriel de la pêche. Ils ont même, à un moment donné, mon collègue du WWF, donc WWF, était dans la salle, et il y a un des représentants de la pêche industrielle qui a dit, on parlait d'un paragraphe, on était d'accord sur rien, de toute façon. Donc on disait, la première phrase, elle ne va pas du tout, et donc le représentant de la pêche industrielle qui dit, ah mais c'est pas ce que j'ai voulu... Et là, le blanc, comment ça... Parce qu'en fait, c'était le rapporteur qui était supposé avoir écrit ce paragraphe, et tout à coup, le type, en fait, dans son enthousiasme, je sais pas, a lâché la mèche, enfin a vendu la mèche, et on s'est rendu compte que c'est lui qui avait directement écrit les paragraphes en question. Donc évidemment, ce n'était pas une surprise qu'on ne soit pas d'accord avec les paragraphes. Donc vous verrez, donc, le rapport n'a aucune référence scientifique, c'est impressionnant, et les quelques références scientifiques sont toujours ciselées, contorsionnées, etc. C'est un art. Ensuite, on assiège les institutions, donc vous verrez, il y a une grosse politique de lobbying qui est vraiment... très efficace au niveau européen aujourd'hui. Donc, il y a très peu de temps, il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu un petit déjeuner comme ça qui a été organisé avec les parlementaires, quelques parlementaires européens français, et puis c'était financé par Intermarché. Donc, pas du tout de problème sur la connivence entre pouvoir public et entreprises privées. Enfin, peut-être que nous étions, nous, ONG, les seuls choqués. Apparemment, ça ne choque personne d'autre. Et donc voilà, et donc dans ce petit déjeuner, une des parlementaires françaises a donc confirmé ce qu'on subodorait, c'est-à-dire que le lobby industriel de la pêche est très très organisé et très présent au niveau des institutions européennes depuis quelque temps. Donc c'est cette lame de fond qui est en cours. Donc voilà, on abat les contre-pouvoirs, je vais vous montrer comment. On fait subir des pressions directes, indirectes, etc. Et j'ai toujours une escorte, partout où je parle, j'ai toujours
quelques accompagnateurs du Comité national des pêches ou du lobby industriel de la pêche qui vient systématiquement voir et écouter ce que je dis, alors que je dis tout le temps la même chose, mais c'est pas grave, j'ai tout le temps droit à cet honneur d'être escortée. Et aussi, évidemment, pression sur les médias ou alors jeu autour des médias. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais on va voir qu'ils ont accès quand même aux médias et en faisant croire qu'il y a une controverse alors qu'il n'y en a pas. Et donc, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais quand je vous dis que vous n'avez pas besoin de beaucoup de marchands de doute, je vous rappelle qu'il n'y a que 2 chercheurs en France qui ont réussi à créer un scepticisme profond et encore enraciné parmi les Français sur le changement climatique, alors qu'il a été prouvé que l'Académie des sciences a jugé le débat. Il n'y a plus de débat, il n'y a pas de débat sur le changement climatique. Il a lieu. On peut y croire beaucoup ou moins, mais on ne peut pas ne pas y croire. C'est factuel. Et malgré ça, les Français, maintenant, sont encore sous l'emprise de ces 2 chercheurs que tout le monde connaît, comme Voldemort, on ne prononce pas leur nom, mais voilà, dont on sait exactement quelle a été la mécanique. Et voilà, achat d'espaces publicitaires, je vais vous montrer comment, et éco-blanchiment des actes. Donc ça, c'est la couverture du livre dont je vous recommande la lecture, Les marchands de doute, qui vient d'être traduit aux éditions du Pommier et qui est vraiment passionnant parce que là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comme on a été naïf, Ils sont passés par toutes les cases, en fait. C'est comme s'il y avait des fourches codines et le lobby de la pêche est passé par exactement toutes les phases habituelles, finalement, qui ont déjà été éprouvées par d'autres lobbies industriels. Sauf que nous, on était franchement des oies blanches dans l'affaire, mais bon, on apprend vite aussi, c'est bon, on n'est plus du tout des oies blanches, on ne prend pas non plus, on n'est pas complètement crétin, donc on a appris. Ça, c'est le rapport, un rapport que j'estime donc honteux et indigne de la République, puisque c'est ce rapport, moi je m'en sers comme support de cours, parce que c'est tout un art avec habileté de transformer une parole et de transformer des faits scientifiques et d'éviter soigneusement de prendre en compte les témoignages qui ont été soumis pourtant par écrit par les chercheurs internationaux. Donc on fait une éviction systématique, une suppression systématique de toutes les données qui ont été dérangeantes. Et par contre, on s'attache à 2 ou 3 données qui peuvent avoir sens ou qui peuvent aller un peu dans... Enfin, donc c'est remarquable, c'est un art. Donc voilà, maintenant on sait comment ça marche et on sait aussi d'où viennent d'ailleurs les rapports par rapport au changement climatique qui peuvent créer du doute. Bon voilà, je vais accélérer. Ensuite, lobbying, donc on voit en fait, là c'est un article qui nous a appris donc par voie de presse que la mairie de Lorient payait maintenant un lobbyiste officiel pour aller faire valoir au niveau bruxellois les intérêts de la pêche profonde. Donc c'est nos impôts qui payent, qui rémunèrent ce lobbyiste. Alors moi je dis pourquoi pas, mais dans ce cas-là, est-ce que je peux aussi avoir une rémunération nationale pour au moins créer un contrepoids dans l'affaire? Parce que dans ce cas, il n'y a pas de raison que l'industrie privée soit soutenue par les pouvoirs publics et que ceux qui défendent pour ce qui est, à mon sens, pour de vrai, le bien commun, eux, ne soient absolument pas financés. Donc le lobbyiste l'orienté à Bruxelles, donc voilà le genre de discours auquel on a affaire, c'est éprouvé par les lobbies, etc. Donc des lobbies de plus en plus puissants s'expriment à Bruxelles, notamment des lobbies environnementaux qui véhiculent beaucoup d'affirmations ne reposant sur aucun fondement scientifique. Alors je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez eue de ma présentation et du nombre de références que j'ai mises, mais je peux vous en mettre encore 20 fois plus. Mais notre seul atout, notre seule force, c'est au contraire le fondement scientifique. C'est tout ce qu'on a. C'est l'opinion publique, c'est vous, c'est un peu l'empathie de nos concitoyens et la science, la production scientifique, c'est tout ce qu'on a. Donc dire ça, c'est fou parce que... Mais bon, de toute façon, en fait, en gros, la leçon, c'est que plus c'est énorme, plus ça passe. Et donc ça, c'est ce que j'ai compris. Donc voilà, donc nous, on s'est dit que nous aussi, on avait des choses à dire. Donc voilà, ils sont allés dire des choses intéressantes à Bruxelles. Et alors, figurez-vous qu'ils sont entendus et que même la SCAPECH a été choisie par la Commission européenne le 16 novembre 2010 pour une conférence qui s'appelait « Un autre futur pour les pêcheries ». Ce que j'avais trouvé quand même énorme, parce qu'on parle quand même de la flotte de pêche la plus destructrice en France, et c'est celle qui est choisie parmi toutes pour aller présenter l'avenir de la pêche en Europe. Donc nous, on s'est un peu étranglés en voyant le programme, et on s'est étranglés devant la présentation, donc évidemment, on a réagi. Donc là, c'était le petit déjeuner organisé par Euractiv, qui est un média qui se dit indépendant, mais qui est quand même sponsorisé par des partenaires privés, et notamment Intermarché, qui donc a organisé dans les murs de la représentation française du Parlement européen quelque chose qui était financé par Intermarché. Moi, j'y vois un conflit d'intérêts. Je ne sais pas si je suis la seule, mais je ne trouve pas que c'est à sa place
de faire cet événement à cet endroit-là. Ensuite, abattre les contre-pouvoirs. Donc ça, c'est très intéressant, c'est un décret qui a été voté à l'issue du Grenelle de la mer et de la vague qui a suivi le Grenelle de la mer. Et dans cette vague, il y avait la volonté du ministère de l'Écologie d'équilibrer un petit peu, au sein des conseils d'administration, des conseils nationaux, etc., la présence d'écologistes, donc de personnes représentant la protection de l'environnement. Ils ont essayé typiquement de placer, donc le WWF, Greenpeace, etc., a été nommé au conseil d'administration de différents instituts, etc. Et il était question que je sois, avec Bloom, dans 2 ou 3 de ce genre d'organismes. Et donc là, on a vu en fait une espèce de lobbying féroce du ministère de l'Agriculture et du lobby de la pêche qui parlait derrière le ministère, en fait, pour que je n'y sois pas. Et en fait, ils ont mis en place une logique plus profonde, en fait, pour être sûr de me savonner la planche pour un long moment. Ils ont fait voter un décret. Aujourd'hui, je ne connais personne d'autre que Bloom, donc l'association que je préside, qui en soit victime. Mais c'est un décret qui est passé donc le 12 juillet 2011 et qui, comme je le mets là, organise l'assassinat des contre-pouvoirs en France, puisque les associations d'experts de protection de l'environnement uniquement, on a redéfini leur représentativité. Pas pour les autres associations, hein. Quand vous bossez dans la santé ou n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Mais pour les associations de protection de l'environnement uniquement, vous devez avoir 2000 membres, depuis 3 ans minimum pour avoir le droit de demander un agrément, et ces membres doivent être répartis sur les 6 régions françaises, et on n'a pas le droit d'avoir plus de la moitié des membres dans une seule région. Donc en gros, moi qui ai plutôt un réseau parisien, c'est fini, donc je ne peux pas faire appel par exemple à vous, je suppose en grande partie parisien. J'ai besoin de 2000 membres, hein, donc si vous voulez être membre de Bloom, vous pouvez de toute façon l'être, mais il faut de toute façon qu'on trouve des membres aussi en dehors de Paris parce qu'on n'a pas le droit à ça. Il nous faut 3 ans minimum avant de pouvoir demander un agrément. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Donc Corinne Lepage a tout de suite écrit un décret, donc un blog qui est très bien, qui s'appelle Le décret qui entube en douce les assauts pour l'environnement, et qui dit qu'en fait il y a 2 grands types d'assauts. Il y a les assauts qui sont archi légitimes, la Ligue pour la protection des oiseaux, Greenpeace, le WWF, ils ont des réseaux d'adhérents gigantesques, mais ils ont évidemment une partie de leur budget qui n'est pas inconséquente, qui est vouée à la communication autour de leurs associations pour recruter des membres, pour faire vivre ce réseau. Et il y a les associations d'experts. Et typiquement, nous, on est une association d'experts. Je suis en lien direct avec environ 500 chercheurs dans le monde. Je peux faire appel à leur expertise sur n'importe quel sujet à n'importe quel moment. Et je suis la seule en France à avoir ça. Donc, avec mes collègues ONG, on arrive justement à échanger nos compétences et nos réseaux et à s'appuyer. Mais moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les ressources humaines pour recruter des membres, pour animer un réseau et faire de la com. Donc, en fait, ce décret, évidemment, comme dit Corinne Lepage, qui entube les assauts pour la protection de l'environnement, a vraiment vocation à tuer l'expertise qui va gêner certaines pratiques économiques. Donc voilà, bon, je passe évidemment, parce qu'il doit sans doute être plus tard que prévu. Voilà, ah oui, j'ai un signe, donc en effet, je passe là-dessus. Je vous montre simplement que donc on a fait partie de cette négociation après le Grenelle de la mer sur les pêches profondes dont était issu le rapport un peu indigne que je vous ai montré. Ensuite, ils ont réussi à convaincre Thalassa de faire une émission. Et Thalassa a fait une émission que je trouve remarquable aussi dans le genre exemple, parce qu'ils n'ont interviewé que l'ASCAPES et un seul chercheur en France. Alors que, mais il y en a plein des experts, et on a proposé des noms aux journalistes de Thalassa. Je lui ai donné des listes de publications scientifiques longues comme ça. Je lui ai même donné un papier d'un agent irlandais qui montrait qu'il y avait des bateaux français. Il était monté sur un chalutier français, sur le document des douanes et des contrôles, enfin les affaires maritimes irlandaises, il est marqué « Je n'ai jamais vu de ma vie autant de coraux sur un pont de bateau ». J'ai donné tout ça a été passé sous silence. Et par contre, on passe pour des gros bobos, a priori plutôt aisés, et qui ont un discours tracé, etc. Donc le documentaire était incroyable. Donc j'ai fait une réponse très longue et argumentée avec toutes les références scientifiques qui a énormément circulé et qui les a drôlement gênés. Et alors, je vous montre simplement ça aussi. L'Institut océanographique, ici, avait organisé une très belle conférence internationale en une journée. C'était donc en octobre 2011. Sur les abysses, et il y avait plusieurs experts internationaux qui étaient venus faire une conférence sur la surexploitation des abysses, et donc une journaliste du Monde a fait un grand papier là-dessus,
Et la même journaliste a été invitée par l'Escapèche à Lorient et est revenue en se disant « mais c'est formidable en fait, tout va très bien ». Bon, j'exagère un petit peu, mais en gros, le papier, tout à coup, nuance énormément cette histoire de pêche profonde. Donc en gros, j'ai regretté qu'elle ne vienne pas corroborer ou croiser les regards, parce qu'évidemment qu'un lobby va proposer une lecture soigneuse et puis à son intérêt de ces pratiques de pêche, quoi. Donc, pour vous dire qu'en fait, on arrive assez rapidement à un impact, même médiatique, à créer de la controverse. Et sous le principe de la parité dans la représentation des points de vue dans la presse, ils arrivent à dire, alors c'est pas grave, hein, s'il y a 1400 chercheurs qui ont demandé au niveau de l'ONU la fin du chalutage profond, 1400 signataires, et il y a 1 ou 2 marchands de doute en France, c'est pas grave, on va donner un système de parité exactement comme le changement climatique. Donc voilà, alors, Intermarché a publié ce visuel qui vous dit que la pêche, en fait, ils sont engagés pour une pêche responsable. Et là, en fait, il faudrait vraiment, j'aimerais bien avoir le temps, mais je crois que je ne l'ai plus, mais ça vaudrait le coup je vais le faire sur mon site internet. Je vous donnerai une lecture critique de ce visuel parce que c'est aussi d'une grande intelligence. Et je ne sais pas, en fait, s'ils travaillent avec des avocats ou avec des pros de la communication, mais en tout cas, vraiment, ils savent faire leur métier. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas dire pêche durable, parce que la pêche profonde, c'est tout sauf durable. Donc, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas dire ça. Donc, petit glissement sémantique, on va dire pêche responsable à la place. Mais est-ce que le grand public s'en rend compte? Non. On se dit, ah, pêche responsable, c'est super. Et puis ensuite, on va dire, voilà, là, pour nous permettre de maîtriser notre approvisionnement, etc., hein, pouvoir jouer un rôle déterminant dans le maintien durable de la pêche en France, qui passe par la préservation et le renouvellement des ressources marines. Et donc, voilà, nous nous engageons à respecter les ressources naturelles, pêche effectuée sur des stocks de poissons gérés. Non, mais en fait, je pourrais passer 1 heure là-dessus. Poissons gérés, ben oui, ils sont sous quota. Ça ne veut pas dire qu'ils sont gérés, ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'ils sont bien gérés, ça veut juste dire qu'ils sont sous quota. Et s'ils sont sous quota, c'est que ça va très mal. Protection de la faune marine. Ah bon? Pas les coraux alors, pas les éponges, pas les poissons, pas les requins. Alors c'est quoi cette protection de faune marine? C'est vous savez, les systèmes qui permettent d'effrayer les oiseaux quand on pêche. C'est ça la protection de la faune marine. Ensuite, respect de l'environnement, utilisation. Alors le respect de l'environnement, c'est utilisation de bateaux récents. Ben, évidemment, on les a payés, hein, les bateaux récents. Donc bateaux récents, réduction des rejets et déchets. Donc ça c'est l'application de la convention Marpol, qui date de 1978 et qui interdit aux bateaux de pêche de rejeter les huiles usagées en mer. Etc., etc. Et donc, il parle de dire, ben voilà, grâce à cette dynamique, les mousquetaires ont obtenu la reconnaissance pêche responsable. Et ça, c'est le pompon, parce que la reconnaissance pêche responsable, pour la légine, donc un poisson profond, la langue bleue, le sabre noir, donc que des poissons profonds qui ont un impact écologique redoutable, le pire du monde entier. Ils ont la reconnaissance pêche responsable, c'est-à-dire qu'ils ont créé, c'est pas un label, c'est un macaron. Ce n'est pas une certification non plus, parce qu'il y a des notions avec lesquelles on n'a quand même pas le droit de jouer. Ils ont créé un macaron qui ressemble d'ailleurs beaucoup au MSC, hein, au macaron qui pour le coup correspond à une vraie certification. Et ils ont créé leur liste de choses à faire, enfin les choses qu'ils faisaient. Ils ont demandé au Bureau Veritas a priori de collaborer avec eux pour le mettre en place, ce macaron, en fait cette certification qui n'en est pas une. Et ensuite de venir vérifier qu'ils appliquaient bien à eux-mêmes les normes qu'ils s'appliquaient déjà avant. Et donc, grâce à ça, ils ont pu s'auto-certifier. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, c'est passionnant. Donc voilà, donc je passe là-dessus. Et pour finir, puisque je vais quand même juste terminer là-dessus, et je termine vraiment, c'est ma dernière slide, un article très récent que bon, enfin, plus rien ne me surprend, mais quand même, ça m'a fait rire. Parce que je me suis dit comme quoi, il faut avoir peur de rien. Ils ont quand même osé noter qu'ils ont changé le maillage sur un filet. Ils ont un peu augmenté le maillage, donc ça n'empêche pas le filet d'être tiré et de faire tomber tout ce qui passe hein, et de tout ramasser. Mais c'est pas grave. Et donc ils disent maintenant que ces engins exercent une pression sur le fond inférieure à celle d'un marcheur sur une plage. Et là, je me suis dit, le marcheur, il avait soit un énorme bâton, plein de pics, avec des chaussures géantes, ou alors il avait une Kalachnikov, il tuait tout sur son passage, mais j'aimerais savoir quel est le marcheur sur une plage qui a un impact équivalent à celui d'un chalut profond. Donc voilà, je vais terminer sur cette jolie lecture que je vous recommande, qui est un très petit livre d'Alexandre Coiré, un philosophe français mort dans les années 60,
Et il dit ici, rien n'est plus raffiné que la technique de propagande moderne, rien n'est plus grossier que le contenu de ces assertions, qui révèlent un mépris absolu et total de la vérité, et même de la simple vraisemblance. Voilà, pour terminer, l'espoir, c'est que la Commission européenne est en train de travailler sur ces pêches profondes et a l'intention d'appliquer les avis scientifiques et a priori d'interdire le chalutage profond comme méthode de pêche. Alors je ne vous dis pas le lobbying infernal qui est en train d'être mené au niveau européen, donc le règlement, le brouillon qui a fuité, notamment dans la presse, et c'est comme ça qu'on l'a appris en fait dans la presse professionnelle des pêcheurs. Le règlement n'est toujours pas sorti parce que grosse pression politique des lobbies, donc on a identifié lesquels au niveau européen. Et puis l'autre forme d'espoir pour moi, c'est votre conscience de citoyen, c'est le fait de donner un peu de foi à tout ça et d'éveiller votre esprit critique et l'exercer de façon systématique. Je sais que c'est compliqué parce que moi-même, quand j'ai découvert les logiques en cours, en fait, j'avais toujours pris ceux qui dénonçaient ce genre de choses pour un peu des personnes véhémentes, un peu exagérant peut-être. On a du mal à croire ce genre de logique quand elles sont racontées par d'autres, quoi. Et puis quand on est confronté à ça, on tombe, pour commencer on tombe, parce que le moral en prend un coup, hein. C'est dur de voir des gens mentir sciemment, sachant qu'ils mentent sciemment, ça va chercher dans l'énergie vitale, quoi. C'est-à-dire que quand on a un peu du mal avec le mensonge en général, on est atteint personnellement. Donc voilà, moi je l'ai caché aux pêcheurs à l'époque, parce que je voulais surtout pas qu'ils sachent que ça m'avait drôlement affecté, mais ça m'a affecté très profondément. Et puis maintenant j'ai compris, je connais, et maintenant je retrouve de l'énergie pour vous rendre l'action, pour vous la passer, et en espérant que ça fasse effet et que vous puissiez porter ce flambeau avec moi et avec mes collègues ONG. Voilà, pour terminer, une dernière citation d'un autre philosophe qui dit « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant été une évidence. » Je crois qu'on est entre la 2e et la 3e étape. Merci beaucoup de votre attention et de votre patience, parce que